deuxième vidéo sur les atomes, on va s'intéresser au cortège électronique, c'est-à-dire aux électrons, être plus précis sur où ils se trouvent, que ce qu'ils font, etc. Alors, là aussi les modèles ont évolué. Un des premiers physiciens qui s'intéresse aux électrons, c'est Bohr, et il pense que les électrons gravitent autour du noyau sur des couches, des sortes d'orbites, comme le font les planètes par exemple autour du Soleil. Ces orbites sont concentriques, elles ne se croisent pas, elles sont de plus en plus grandes, et il les nomme par des lettres K, L, M, N, etc. etc. Le modèle a évolué, et plutôt que de parler de ces couches, maintenant on préfère décrire ces orbites par un nombre qui s'appelle le nombre quantique principal, et donc qui démarre de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Correspondant aux lettres. 1 correspond à ce qu'on appelait avant la couche K, 2 correspond à ce qu'on appelait avant la couche L, etc. Je dis ça parce que sur les classifications périodiques, on voit encore ces lettres K, L, M, N. Il faudrait maintenant plutôt parler de nombres quantiques 1, 2, 3, 4. Donc dans la description de Bohr, voilà comment se passent les choses. On a le noyau au centre de l'atome, les couches concentriques, K, L, M, N, qu'on va simplement maintenant remplacer par les nombres quantiques. Donc on va parler de couche numéro 1 avec le nombre quantique principal 1, de couche numéro 2, nombre quantique principal 2, etc., etc. Bohr avait déjà compris que ces orbites concentriques sont de taille de plus en plus grande, plus on s'éloigne du noyau, plus ces orbites sont importantes, et que les couches pouvaient accueillir un nombre d'électrons limité, et que ce nombre d'électrons limité était de plus en plus grand, puisque les couches sont de plus en plus grandes. La couche K peut accueillir jusqu'à 2 électrons, et on va voir que donc cette couche numéro 1 effectivement peut accueillir jusqu'à 2 électrons. La couche numéro 2, donc anciennement L, peut accueillir jusqu'à 8 électrons, puis la suivante 18, 32, etc. C'est une progression en 2 fois n au carré, c'est-à-dire lorsque n vaut 1, le nombre quantique principal vaut 1, ça fait 1 au carré 1 fois 2, 2. Lorsque n vaut 2, ça fait 2 au carré 4 fois 2, 8, etc. etc. Alors ce que Bohr n'avait pas compris tout de suite, et que Heisenberg va préciser, c'est que sur ces couches, les électrons vont occuper ce qu'on pourrait appeler des sous-couches, qui s'appellent plus exactement des orbitales atomiques, et qui correspondent à des probabilités de présence. Quand on dit que les électrons tournent autour du noyau, c'est pas tout à fait vrai. Ils sont autour du noyau. De par leur mouvement, ils ont une certaine probabilité de présence à certains endroits, et ces probabilités de présence ont des formes différentes. Ces formes différentes vont être nommées par des lettres S, P, D, F, etc., etc., correspondant à la forme. Donc la forme la plus simple est une répartition sphérique autour du noyau. Donc c'est-à-dire que la probabilité de présence est à peu près la même de partout autour du noyau. Ce type d'orbital s'appellera l'orbital S. Ensuite, vous avez des orbitales qui correspondent à une forme plus allongée. Ce sont les orbitales P. Elles sont au nombre de 3, puisque selon les 3 dimensions de l'espace, ici devant, derrière, droite, gauche et haut et bas. Puis D avec des formes un petit peu plus particulières, en forme, on pourrait dire de trèfle, voilà, de trèfle à 4 feuilles. Ces orbitales dépendent de la couche, c'est-à-dire sur la couche numéro 1, on ne trouve que des orbitales, qu'une orbitale de type S qui s'appelle au final l'orbitale 1s. Sur la couche numéro 2, 2 orbitales sont possibles. L'orbitale S également, donc de type sphérique, mais également des orbitales de type allongé P. Sur la couche numéro 3, les 3 orbitales S, P et D sont possibles. Et plus on avance sur les couches externes, plus les formes d'orbitales peuvent être complexes. Voilà, au final, il faut retenir que sur la couche numéro 1, il n'y a qu'une forme d'orbitale, S. Sur la 2, 2 formes, 2S, 2P. Sur la troisième, 3 formes, 3S, 3P, 3D. Et que ces orbitales peuvent accueillir un nombre limité d'électrons. La
les orbitales de type S ne peuvent contenir que 2 électrons. C'est pour ça que sur la couche K, on ne pouvait avoir que 2 électrons, puisque la couche K correspond à la couche numéro 1. La couche numéro 1 n'accepte que des orbitales de type S, donc on est limité à 2 électrons. Les orbitales de type P peuvent, elles, accueillir 6 électrons. Si bien que sur la couche numéro 2, la couche L, qui contient à la fois une orbitale S avec 2 électrons et des orbitales de type P qui peuvent contenir 6 électrons, ça fait bien au total 8 électrons sur cette couche numéro 2. Les orbitales D peuvent accueillir 10 électrons, donc ici on retrouve la raison pour laquelle il y avait 18 électrons sur la couche numéro 3, puisque 2 pour S, 6 pour P et 10 pour les orbitales de type D. Voilà, les cortèges électroniques de ces électrons vont devoir en fait se répartir dans ces différentes orbitales. Selon une règle dite règle de Klefschowski, qui explique dans quel ordre les orbitales se remplissent au fur et à mesure que des électrons se rajoutent sur l'atome. La première orbitale à devoir se remplir, c'est l'orbitale 1s. Lorsqu'elle est remplie, on peut faire appel à la suivante, la 2s, 2p, 3s, 3p. Là, une petite irrégularité, on pourrait penser que c'est 3d, mais non, la 4s va se remplir avant la 3d. Voilà. Ça résulte des règles de Klefschowski que vous n'avez pas spécialement à retenir. Déjà, dans un premier temps, si vous retenez déjà ces 7 premières orbitales, l'ordre de ces 7 premières orbitales, ce sera parfait pour ce qu'on va faire. Alors, un exemple sur donc, ces répartitions d'électrons. On va commencer par un atome très simple, l'atome de lithium. Il a un numéro atomique qui est 3, il possède donc 3 électrons. Et il va les répartir de la manière suivante. Il va en mettre 2 dans l'orbitale 1s. On va écrire ça de la manière suivante. 1s en parenthèse avec un petit carré, un petit 2 en exposant, qui veut dire qu'il y a 2 électrons qui sont venus se placer dans cette orbitale 1s, qui est donc saturée. On ne peut pas en mettre plus. On va devoir faire appel à la seconde orbitale, qui est la 2s, et dans laquelle on va mettre le troisième électron. Au total, il y a les 3 électrons. Et voilà, cette écriture-là, c'est ceci qu'on appelle la structure électronique. Ça a beaucoup d'importance, ces structures électroniques, pour ce qu'on dira dans la suite, pour comment les atomes vont se lier les uns aux autres, pourquoi ils vont devenir des ions. Tout ça résulte de leur structure électronique. Donc, dans un premier temps, il faudra savoir écrire leur structure électronique pour comprendre ce qu'on fera par la suite. La conséquence directe de ces structures électroniques, c'est la classification périodique que vous voyez dans les salles de chimie depuis très longtemps. Classification de Mendeleïev. Alors en 1869, Mendeleïev ne connaît pas du tout ces notions d'orbital atomique, mais on s'est aperçu que ce qu'il avait imaginé correspond exactement à ce qu'on connaît actuellement sur les orbitales atomiques électroniques. Donc, la classification périodique se lit selon 2 modes. D'abord, les atomes sont classés par numéro atomique croissant. Donc, tout en haut à gauche, il y a l'élément de numéro atomique 1, c'est l'hydrogène, et le dernier atome, donc par lecture, par ligne, le tout dernier est celui qui a le numéro atomique le plus grand. Et ensuite, deuxième lecture qu'on peut faire, c'est que les atomes, les éléments sont rassemblés par blocs. Donc voilà comment il faut découper un petit peu la classification périodique. Vous avez tout à gauche 2 colonnes qui correspondent au bloc S. Pourquoi 2 colonnes? Parce que ces orbitales S peuvent contenir soit 1, soit 2 électrons. Voilà. Ensuite, alors il y a une petite irrégularité là pour l'hélium, on expliquera pourquoi il se situe là et non pas là. C'est plutôt une raison historique liée à Mendeleïev. On a décidé de le laisser là, mais il aurait tout aussi bien sa place ici. Ensuite, un bloc de 6 colonnes ici qui est le bloc P, puisque les orbitales P peuvent contenir 6 électrons. Ici, un bloc intermédiaire qui correspond aux orbitales de type D. Et puis en dessous, on n'a pas parlé d'autres types d'orbitales F qui se détachent du tableau ici. Donc la classification donne ça.
Tous les éléments chimiques sont classés donc par ordre de numéro atomique croissant. Ils appartiennent à un bloc, et une fois qu'on a cette vision-là de la classification, on peut, sans avoir à trop réfléchir, retrouver la structure électronique d'un élément chimique. Je prends l'exemple du bore. Je vois qu'il est dans la deuxième ligne, donc je peux affirmer que sa dernière orbitale aura comme numéro atomique principal le nombre 2. Je vois également qu'il est dans le bloc P, et c'est le premier élément de ce bloc P. Je peux donc, sans avoir à y réfléchir de trop près, dire que sa structure électronique est 1s2, puisqu'elle est complète, on a dû passer à la ligne numéro 2, 1s2. 2s2, puisqu'il n'est pas dans le bloc S, ça veut dire que son orbital 2s est également saturé en électrons, donc avec ces deux électrons. Donc 1s2, 2s2. Et puis dans le bloc P, il est le premier de la liste, donc 2p1. Voilà, sa structure électronique serait donc 1s2, 2s2 et 2p1. Toujours sur la classification périodique, les éléments chimiques donc sont classés par bloc, mais à l'intérieur de ces blocs, on peut définir des familles, c'est-à-dire que dans le bloc S, être dans la première colonne ou la seconde, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on va parler de familles qui correspondent à des coupages plus fins en colonnes. Certaines familles portent des noms qu'il faut connaître. Donc la première famille à connaître, c'est la famille des gaz nobles, c'est la toute dernière. On en reparlera dans la vidéo suivante, la toute dernière colonne des gaz nobles. La colonne juste avant s'appelle la colonne des halogènes, il faudra aussi connaître ce nom. La première colonne s'appelle la colonne des alcalins. La deuxième colonne des alcalinotéreux. L'ensemble des 10 colonnes du bloc D s'appelle les éléments de transition. Voilà, déjà si vous vous souvenez de tout ça, ce sera parfait pour ce qu'on va faire dans la suite.